chers collègues et amis de l'Université du Québec, Mesdames et Messieurs, je suis Michel Quimper, secrétaire général de l'Université du Québec. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie de remise de doctorat honorifique de l'Université du Québec. J'agirai aujourd'hui à titre de maître de cérémonie. Dans quelques instants, le président de l'Université du Québec ouvrira officiellement cette cérémonie, mais permettez-moi d'abord de vous présenter les personnes qui sont devant vous sur la scène. Je demande à chaque personne de se lever dès qu'elle est nommée et je vous demande de réserver vos applaudissements pour la fin de cette présentation. Dans la première rangée, de votre gauche à votre droite, M. François Dragon, récipiendaire d'un doctorat d'honneur. Monsieur Pierre Moreau, président de l'Université du Québec. Monsieur Stéphane A. Jarilovski et Monsieur Frédéric Bach, récipiendaire d'un doctorat d'honneur. Dans la deuxième rangée, toujours de votre gauche à votre droite, M. Jean Lavoie, vice-président de l'administration de l'Université du Québec, M. Daniel Coder, vice-président de l'enseignement et de la recherche de l'Université du Québec, M. Pierre Lucier, président de l'Université du Québec de 1996 à 2003, M. Ghislain Bouc, recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières, et M. Marcel Proulx, directeur de l'École nationale d'administration publique. L'Université du Québec valorise le dépassement de soi et le rayonnement du Québec à travers le monde. Aujourd'hui, nous sommes heureux de mettre en lumière la carrière exceptionnelle de trois grands hommes ayant contribué au rayonnement du Québec à travers le monde. Nous procéderons d'abord à la remise du doctorat d'honneur à M. Frédéric Bach, qui sera suivi de la remise à M. François Dragon, et nous conclurons avec la remise à M. Stéphane A. Jarilovski. J'invite maintenant le président de l'Université du Québec à procéder à l'ouverture officielle de cette cérémonie avant de prononcer l'hommage de M. Bach. M. Moreau. Alors, Monsieur le représentant du maire de Québec, Madame la vice-consul, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers nouveaux docteurs d'honneur, membres de la communauté, bienvenue à toutes et à tous. Vous savez, pendant que Québec célèbre ses 400 ans, l'Université du Québec, elle, célèbre son 40e anniversaire. C'est incroyable ce qu'un zéro peut faire quand on l'applique à l'échelle du temps. Vous allez convenir avec moi, il n'y a qu'un zéro qui manque entre 40 et 400. Et on voit bien toute la profondeur de l'histoire qui nous sépare, 400 et 40. 40 ans, c'est quand même important dans la vie de notre université. Elle est née donc en 1968, une année, je dirais, presque mythique, une année de grands changements. La communauté de l'Université du Québec, donc les enfants de 1968. En 1968, l'Assemblée nationale du Québec, à l'unanimité, un fait rare, vote la loi qui crée l'Université du Québec, la loi de l'Université du Québec. Et elle enchâsse dans sa loi notre mission, une mission qui a 3 volets, qui portent d'abord sur l'accessibilité, sur le développement scientifique du Québec et sur le développement des régions du Québec. Et le législateur inscrit dans la loi la mission particulière qu'il confie à l'Université du Québec, celle de former les maîtres, celle de former les professeurs de primaire et de secondaire. C'est le moment où le Québec souhaite laïciser la formation des maîtres. Et notre université est née avec cette mission il y a 40 ans seulement. À l'échelle des universités, 40 ans, ça fait de nous une université très jeune. Mais regardez avec moi le chemin parcouru en 40 ans. En 40 ans, l'Université du Québec, avec ses 9 établissements maintenant, compte 87 000 étudiants.
ce qui fait de nous, quand on se met tous ensemble sous le chapeau de l'Université du Québec, fait de nous la plus grande université au Canada. En 40 ans, on nous a demandé de développer le Québec au niveau scientifique, sciences humaines, sciences sociales. Aujourd'hui, on se classe dans les 10 premiers au Canada. Et cela sans faculté de médecine, puisque dans les universités canadiennes qui n'ont pas de faculté de médecine, on se classe en toute première position. Et on nous demande de développer les régions du Québec. Il est intéressant de voir aujourd'hui que l'Université du Québec s'est déployée partout sur le territoire québécois. Il n'y a que dans la ville de Sherbrooke où vous ne trouverez pas d'établissement de l'Université du Québec, ville qui a déjà 2 universités, celle de Sherbrooke et Bishop. Mais partout ailleurs, vous allez trouver des établissements de l'Université du Québec. Et à partir de ces 9 universités, elle s'est déployée dans plus de 54 villes et municipalités au Québec. Visiter l'Université du Québec, c'est faire le tour du Québec. C'est ce qui nous amène à dire que nous, notre campus, c'est le Québec. Voilà la mission qu'on nous a confiée il y a 40 ans. Et tout cela à partir d'un réseau dont la tête est ici, dans la ville de Québec. Un réseau d'universités, un réseau national, dans la capitale nationale. Et c'est pourquoi l'Université du Québec souhaitait s'intégrer dans les fêtes du 400e de sa ville, de la capitale nationale. Et en célébrant le 400e de Québec, nous avons souhaité s'introduire dans ces festivités avec la remise d'une série de doctorats honoris causa. Nous avons eu l'occasion de décerner un doctorat honoris causa au maire de Bordeaux, Alain Juppé, ancien premier ministre de France, il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, nous poursuivons cette série avec M. Frédéric Bach, M. Franco Dragone et M. Steven Jarislowski. Vous savez, messieurs, un doctorat honoris causa est l'honneur honorifique le plus élevé à la disposition d'une université pour reconnaître les mérites d'une personne qui s'est démarquée de façon exceptionnelle auprès de ses concitoyens et concitoyennes. C'est cela que nous faisons aujourd'hui. C'est une cérémonie importante pour notre université et une cérémonie solennelle. Je la déclare donc maintenant officiellement ouverte. Je tiens tout d'abord à rendre hommage à M. Frédéric Bach. Pour la très grande majorité des admirateurs du film « L'homme qui plantait des arbres », qui remporta l'Oscar du meilleur film d'animation en 1988, Frédéric Bach, son auteur, et Elzéar Bouffier, le héros du récit de Jean Giono, se sont rapidement fondus en un seul personnage, car ils ont beaucoup de traits en commun, dont la ténacité et la modestie. Tout comme le berger provençal Frédéric Bach, cinéaste d'animation, militant écologiste, peintre et illustrateur, poursuit, avec obstination dans la générosité la plus magnifique, pour reprendre les mots mêmes de Giono, une œuvre à la fois attachante et engagée qui a réussi à émouvoir et mobiliser des millions de spectateurs dans le monde en faveur d'un plus grand respect de la nature. Auteur de 10 courts-métrages au cours de ses 41 ans de carrière à la Société Radio-Canada, Frédéric Bach a vu 2 de ses films, Crac en 1982 et L'homme qui plantait des arbres en 1988, couronnés par l'Oscar du meilleur film d'animation. Chacun des films de Frédéric Bach porte la profonde empreinte de son auteur. Artiste engagé, révolté mais pacifique, pour qui l'art et le cinéma sont avant tout des moyens de rejoindre le public et de le convaincre. Québécois de cœur et d'adoption, Frédéric Bach est né en 1924 à Sarrebruck, en Alsace, et s'est installé à Montréal en 1948. Formé en Europe à l'École des beaux-arts de Rennes, notamment par le peintre Mathurin Méheux, le jeune homme est doté d'un talent remarquable et d'une curiosité insatiable envers ce qui l'entoure. Il aborde le nouveau monde avec la fraîcheur de la jeunesse. Il ne se doute pas encore que son coup de crayon
servira si bien à traduire les espaces et le patrimoine de la société qui l'accueille que son œuvre deviendra partie intégrante de l'âme québécoise et atteindra à l'universel. La réussite de cette symbiose revient sans doute pour une bonne partie à l'amour et au soutien qu'il trouve auprès de Guylaine Paquin, correspondante québécoise qu'il a épousée en 1949 et qui l'accompagne depuis avec une affection qui ne s'est jamais démentie. Mais Frédéric Bach trouvera aussi à travers les œuvres des peintres Cornelius Krieghoff, Clarence Gagnon, Marc-Aurèle de Roy-Suzard-Côté, Horatio Walker et Jean-Paul Lemieux, de riches chantiers conduisant au cœur de la sensibilité québécoise. Il n'hésitera d'ailleurs jamais à citer certains de leurs tableaux dans ses films, enrichissant ainsi l'expérience du spectateur en lui restituant de façon fugace des images qui font désormais partie du patrimoine du Québec. Frédéric Bach entre au service des arts graphiques de la Société Radio-Canada au tout début de la télévision québécoise en 1952. Il amorce son parcours artistique et professionnel en participant à de nombreuses émissions phares de toute une génération, et je dois dire dont la mienne, dont Pépineau et Capucine, La boîte à surprises, La vie qui bat et L'heure du concert, pour n'en nommer que quelques-unes. Illustrations, effets visuels, trucages, génériques, dessins animés et dessins en direct, Frédéric Bach n'hésite jamais à réinventer constamment son métier pour rendre justice aux intentions des réalisateurs et des concepteurs. Parallèlement à ce travail, il conçoit et réalise en 1967 le grand vitrail intitulé « Histoire de la musique à Montréal », première grande œuvre d'art du nouveau métro. Elle accueille depuis 40 ans les passagers et les musiciens de la station Place des Arts. L'année 1968 sera aussi une année charnière, car Frédéric Bach se joint à l'équipe du studio d'animation de la Société Radio-Canada, que vient tout juste de mettre sur pied Hubert Tison. C'est au sein de cette équipe que l'artiste trouvera véritablement son propre style, en réalisant 9 films d'animation personnelle dans lesquels il illustre et défend ses convictions, souvent avec humour et toujours sans concession. Après avoir conçu et réalisé Abracadabra en 1971, le cinéaste puise ensuite dans les racines amérindiennes du Québec en réalisant Inon ou la conquête du feu en 1972, une légende algonquine qui raconte comment le feu fut transmis aux hommes, et La création des oiseaux en 1973, une légende micmac selon laquelle les oiseaux seraient nés des feuilles mortes de l'automne. Ce respect du savoir des premiers habitants du territoire se retrouve dans plusieurs œuvres de Frédéric Bach, qui n'a jamais caché son attachement pour les Premières Nations qui ont réussi à vivre pendant des siècles dans une nature grandiose, tout en la transmettant intacte de génération en génération. À partir de 1974, année de sortie d'Illusions, Frédéric Bach travaille avec le musicien Normand Roger, qui concevra et réalisera toutes les trames sonores. Cette fidélité à une association aussi féconde témoigne d'ailleurs de l'importance qu'accorde l'artiste aux relations humaines. Il sait partager avec les gens qui l'entourent non seulement ses idées et sa ténacité, mais aussi son art et ses techniques qu'il raffine constamment d'un film à l'autre. Tout rien, en 1978, le premier court-métrage de Frédéric Bach, mis en nomination aux Oscars, raconte comment l'homme, par son avidité, a détruit la nature. Grâce à ce petit film, le dessinateur donne un puissant écho au discours écologique, jusqu'alors confiné au milieu scientifique. Ce film, qui reste l'un des préférés de M. Bach, préfigure également Le fleuve aux grandes eaux, son dernier film d'animation réalisé en 1993. C'est aussi le film qui révèle la manière Bach,
le dessinateur met en mouvement des images qui rappellent l'impressionnisme à l'aide de milliers de dessins exécutés au crayon de couleur sur de l'acétate. Cette simplicité de moyens confère au film une poésie irrésistible qui devient indissociable de Frédéric Bach. Crac, qui remporte un Oscar en 1982, sera la consécration internationale de son auteur. Malgré le déluge de prix qui accompagne cette histoire, d'une petite chaise berçante québécoise, Frédéric Bach demeure modeste. Au cours des 5 années suivantes, il s'investit complètement dans la réalisation de L'homme qui plantait des arbres. Face au récit de Giono, Frédéric Bach a eu un vrai coup de foudre et il est déterminé à réussir le tour de force de rendre en images une histoire qui se prête très difficilement au cinéma d'animation. L'engouement international suscité par ce petit film de 30 minutes sera à la hauteur des difficultés aplanies en cours de route. Depuis sa sortie, le film a inspiré des milliers de spectateurs qui ont planté des millions d'arbres comme le héros du film. Dans la foulée de ce chef-d'œuvre, Frédéric Bach décide de consacrer au fleuve Saint-Laurent son dernier film d'animation à la Société Radio-Canada. Touché par la détérioration de l'écosystème fluvial, Frédéric Bach lance dans le fleuve aux grandes eaux un vibrant plaidoyer pour notre société et que cette société reconsidère ses valeurs et permette au chemin qui marche de recouvrer une santé indispensable à la vie du territoire. Il en profite aussi pour nous donner une leçon d'histoire. Le film témoigne non seulement de la grandeur du majestueux cours d'eau, mais aussi de la richesse des héritages amérindiens, français et anglais sur les bords du Saint-Laurent. En décernant un doctorat d'honneur à M. Bach, l'Université du Québec souhaite honorer l'artiste et le militant, qui, par les seules forces de l'art, de l'exemple et de l'engagement, a su faire avancer le cinéma d'animation ainsi que la conscience de la fragilité de notre monde face aux illusions du progrès, par la qualité et le rayonnement exceptionnel de son œuvre, ainsi que par la profondeur de ses convictions. Frédéric Bach s'avère un exemple que l'Université du Québec désire proposer à l'ensemble de la communauté universitaire. Monsieur Bach, en tant qu'artiste, vous avez fait preuve d'un talent constamment nourri par vos expériences et d'une persévérance remarquable. Cette passion qui vous habite depuis votre enfance à Strasbourg, vous avez su l'utiliser en n'ayant jamais peur d'innover afin de rendre votre message plus convaincant. L'Université du Québec réunit un très grand nombre de professeurs et d'étudiants dans les secteurs des arts et de la création au Québec. Nul doute que pour tous ces passionnés, votre maîtrise du dessin d'animation et votre parcours sont un encouragement à l'excellence et au dépassement de soi. En tant que militant écologiste, vous avez été engagé en faveur des causes qui vous tiennent à cœur avec la régularité et la ténacité du coureur de fond. À la détérioration des milieux de vie, vous avez décidé de remédier dans la mesure de vos moyens. À titre de membre fondateur de la Société pour vaincre la pollution, la SVP, de la Société québécoise pour la défense des animaux et du Biodôme de Montréal, vous avez contribué à la naissance de précieux organismes et regroupements voués à bâtir un monde meilleur. On ne compte plus les associations écologiques qui ont bénéficié de votre présence, de vos dessins, de votre disponibilité dans la poursuite de leurs activités. Enfin, en tant qu'homme, vous avez toujours soutenu l'idée que le respect du vivant était indispensable à l'atteinte du bonheur. Vos films et votre vie reflètent votre intégrité et votre fidélité aux valeurs humanistes. Ils nous motivent à contribuer, chacun à notre façon, à la construction de lendemains meilleurs pour l'homme
et sa planète. Mesdames, Messieurs, nous sommes extrêmement heureux d'accueillir aujourd'hui M. Frédéric Bach au sein de notre institution et de lui décerner le titre de docteur honoris causa. Monsieur Bach, comme Elzéar Bouffier, vous avez suivi votre idée. Nous vous en sommes tous reconnaissants. Merci beaucoup. Alors, merci, M. Moreau. Nous allons maintenant remettre l'épitoge et le diplôme à M. Frédéric Bach. Mais auparavant, j'aimerais vous dire quelques mots sur l'épitoge. En fait, l'épitoge moderne est une représentation stylisée du long capuchon qui orne les toges des étudiants du Moyen Âge et même celle des druides celtes. L'épitoge était portée sur la toge dans la Rome antique. Elle représente le signe distinctif d'admission au grade de docteur. J'invite le président de l'Université du Québec à remettre l'épitoge à M. Bach. Alors, j'inviterai maintenant notre nouveau docteur honoris causa à prendre la parole devant vous. Excusez-moi de prendre de votre précieux temps. Et après tout ce que Monsieur le Président a dit, il est difficile d'ajouter
quelque chose encore, mais je tenais quand même à vous dérouler un petit peu mes remerciements. Monsieur le Président de l'Université du Québec, distingués invités, Mesdames, Messieurs et chers amis, Monsieur le Président, je vous remercie bien humblement pour cet hommage décerné à titre personnel. Tout ce que j'ai pu accomplir de valable l'a été grâce aux encouragements de mes maîtres, de ma famille et d'amis que j'associe de tout cœur à cet hommage. Comme vous pouvez voir, j'ai depuis toujours admiré, étudié, représenté le travail des hommes, les merveilles de ce monde, en particulier les animaux qui jouent un rôle fondamental dans l'existence de toutes les formes de vie qui nous entourent. Malheureusement, la rapacité humaine continue de détruire notre environnement, à l'empoisonner, alors que la population humaine explose et que les terres productrices et les ressources se raréfient. C'est inacceptable. Nous continuons de brûler tous les feux rouges et nous fonçons vers un destin extrêmement inquiétant. J'aimerais, en ces circonstances, dire ma reconnaissance envers la Société Radio-Canada, foyer de culture si influent qui m'a donné pendant plus de 40 ans à traiter de sujets d'intérêt public, la liberté et les ressources pour faire mes films et les envoyer autour de la planète, porteur de messages et de motivation pour révéler la culture amérindienne, québécoise, pour protéger l'eau, les forêts et les animaux contre une exploitation sans merci. Ces films ont finalement joué un rôle d'une importance insoupçonnable. J'espère que ce témoignage vous encourage vous-même, car tous vos gestes ont une portée d'une envergure imprévisible. Grâce au petit écran, la philosophie de l'homme qui plantait des arbres est entrée dans les foyers, a ouvert les cœurs et aidé à comprendre les courageuses prises de position de savants, de philosophes, de politiciens tournés vers l'avenir. Préserver le patrimoine de richesse naturelle et la diversité biologique, rendre la pureté à l'eau, rendre la pureté à l'eau, à la nature, à la diversité biologique, rendre la pureté à l'eau, la Terre, à cette merveilleuse planète qui doit offrir des possibilités aux nouvelles générations. Cette année encore, des enfants, des femmes, des hommes ont planté des millions d'arbres, protégé des berges, sauvé des espèces en danger. Par compassion, par amour, rejoignez-les. C'est ensemble que nous garderons la beauté du monde. Elle est notre maison, notre raison de vivre, notre raison de continuer. Merci infiniment. Merci, M. Bach, pour ce merveilleux film d'animation. Après avoir célébré un artiste des arts visuels, nous vous invitons maintenant à célébrer un artiste de la scène qui, par son travail exceptionnel, a su faire rayonner le Québec à travers le monde. Pour vous le faire découvrir, j'invite le président de l'Université du Québec, M. Pierre Moreau, à faire l'éloge de M. Franco Dragone.
Monsieur Dragon. Depuis plus d'une trentaine d'années, Franco Dragon transforme les grandeurs et les misères de notre monde en images et en spectacles qui nous touchent au cœur. Tous le reconnaissent, dont le grand scénariste et écrivain français Jean-Claude Carrière, qui connaît bien M. Dragon, le saltimbanque. Voici ce qu'il écrit. « Les habitants des villes ne viennent pas nous voir ou pour nous demander des conseils, mais pour voir les spectacles que nous leur proposons. Dans ces spectacles, sans avoir l'air d'y toucher, nous pouvons leur dire certaines choses qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre sous cette forme. Ils peuvent découvrir d'autres manières de vivre, plus légères, moins fortifiées, des mœurs et des lois qui n'ont pas la prétention d'être là jusqu'à la fin des temps. » Voici en quelques mots l'essentiel du travail du metteur en scène Franco Dragon. Dire et montrer autrement. Depuis ses débuts, au cours des années 70, il a entrepris de redonner ses lettres de noblesse au métier de saltimbanque et de révolutionner l'art du cirque. Il en fait un spectacle total, impressionniste, où la tradition et l'avant-garde se télescopent et où l'étonnement et les prouesses techniques sont une source inépuisable d'émotions. Signataire de 10 spectacles du Cirque du Soleil de 1985 à 1999, Franco Dragon a également participé en 1986 au balbutiement du cirque Archaos, un centre de création expérimentale désormais mondialement connu et installé à Marseille, son port d'attache. De retour en Belgique en 2000, il a fondé sa propre compagnie nommée Dragon et poursuit avec son équipe ses réalisations dans les arts de la scène. Doué d'un regard qui n'appartient qu'à lui, Franco Dragon possède la sensibilité d'un poète et d'un rêveur, tout en étant un créateur extrêmement inventif et ingénieux. C'est ainsi un puissant catalyseur du potentiel de tous ceux et celles qui travaillent avec lui. Il capte si bien la musique intérieure des artistes et des acrobates qu'il réussit toujours à révéler le meilleur d'eux-mêmes. Franco Dragon est né en 1952 à Caerano, un petit village niché dans les Apennins en Italie. En 1958, sa famille déménage en Belgique, plus précisément à La Louvière, une cité minière située en région wallonne. Après son cours primaire, Franco Dragon continue ses études à l'Athénée de Molenveltz, une école libérale et dynamique très ouverte à l'expérimentation. Il s'intéresse au théâtre, à la musique, au sport et à la gymnastique et est déjà habitué par la volonté de mieux faire. En 1969, il entre à l'École des arts et métiers pour des études de technique basées sur les langues modernes. Parallèlement à ses cours, il s'engage sur le plan social et anime le groupe musical Actuel qui se produit sur des scènes locales. En 1975, il s'inscrit en art dramatique au Conservatoire royal de Mons et fait ses débuts d'acteur au sein du Théâtre du Cygne d'Elvire Brisson, une jeune compagnie professionnelle francophone. Au terme de ses études, en 1977, il devient animateur du foyer culturel de Haine-Saint-Pierre et s'intéresse de plus en plus aux techniques d'animation de rue, à l'art du clown et à la commedia dell'arte. C'est au cours de ces années 70 que prend forme sa conception du théâtre. Admirateur de Fellini et d'Antonin Artaud, Franco Dragon croit au théâtre-action, ainsi qu'aux vertus de l'innocence, car construire avec naïveté permet d'ouvrir des portes et de communiquer avec un autre monde. En 1982 et en 1983, à la demande du directeur Guy Caron, Franco Dragon vient donner des ateliers de commedia dell'arte à l'École nationale de cirque du Québec. En 1985, les fondateurs du Cirque du Soleil lui demandent de créer et de mettre en scène la première production. Puis, en 1987, le premier spectacle officiel du cirque
intitulé « Le cirque réinventé ». Le spectacle, qui connaît un succès extraordinaire, donne naissance à une collaboration qui se poursuivra pendant plusieurs années et qui verra naître plusieurs productions. La magie continue en 89, Nouvelle expérience en 90, Saltembanco en 92, Mystère en 93, Alegria en 94, Kidam en 96, O en 98 et La Nouba en 1999. En 2000, Franco Dragone sent le besoin de se ressourcer. Il retourne à ses racines belges et fonde sa propre compagnie qu'il baptise d'abord les Créations Dragone, puis tout simplement Dragone en 2002. Il monte plusieurs spectacles en Belgique, puis crée la mise en scène du spectacle permanent de Céline Dion à Las Vegas, intitulé A New Day, qui s'ouvre au Caesars Palace en 2003. Il crée ensuite Le Rêve, le spectacle inaugural du complexe hôtelier Wyatt Resort à Las Vegas en 2005. Aux commandes de sa propre compagnie, Franco Dragone continue à imaginer des choses qu'on n'a jamais vues avant. À partir de son vaisseau amiral de la Louvière, il conçoit des spectacles et des événements sur plusieurs continents. Dans le cadre du 400e anniversaire de la Ville de Québec, il a installé ici même un jardin poétique et baroque que l'on peut voir jusqu'en octobre 2008. L'Université du Québec est très heureuse de souligner le parcours exceptionnel et les réalisations de Franco Dragone et de le proposer comme modèle à l'ensemble de sa communauté universitaire. Par son esprit inventif, sa créativité et son regard très personnel, Franco Dragone a réussi à amalgamer plusieurs traditions pour en faire un art nouveau, où les spectateurs doivent se poser la question « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et en leur donnant les clés pour y répondre eux-mêmes, Franco Dragone, pour reprendre les mots de son ami Jean-Claude Carrière, espère qu'ils rentreront chez eux avec un petit quelque chose en plus. Difficile à nommer, mais que l'on ne sent vraiment que lorsqu'il nous manque. Franco Dragone a joué un très grand rôle dans le succès que le Cirque du Soleil connaît depuis plus de 20 ans. Il y a apporté la magie du théâtre et une compréhension du langage du corps qui a profondément marqué les acrobates, les gymnastes et les athlètes qui ont travaillé avec lui. Bien qu'il ne soit plus au cirque depuis 8 ans, son parti pris pour l'émotion, l'élégance et la poésie continue d'être inscrit dans le patrimoine génétique du cirque. Son style a fait école chez plusieurs artistes qui ont voulu à leur tour voler de leurs propres ailes et participer à l'aventure du nouveau cirque. Travaillant les corps comme les peintres la lumière, il a fait découvrir à de très nombreux artistes le pouvoir de leur prouesse technique et leur vulnérabilité leur confère une foi qu'ils sont en scène. Il ne se contente pas d'être exigeant, c'est le dépassement qu'il recherche, mais en collaboration avec l'équipe. Sa méthode de travail est d'ailleurs remarquable. Il sait exactement ce qu'il veut de la troupe, mais chaque individu y est mis en valeur et s'y retrouve avec sa propre personnalité. Rien n'échappe à Franco Dragone. Ce commentaire, toujours accompagné d'admiration, est unanime chez les collaborateurs, anciens ou présents. L'un de ses plus grands talents est sa faculté de pressentir exactement comment réagira le public au plus profond de lui-même face aux images qu'il lui propose. Cette science lui provient de sa profonde maîtrise des vocabulaires de la scène et de son empathie à l'égard de ses semblables. Le public s'y reconnaît toujours, d'autant mieux que Franco Dragone crée souvent des personnages sur scène dont le rôle est de représenter l'auditoire. Le metteur en scène devient alors véritablement un passeur entre ceux qui sont assis dans l'obscurité et la lumière de la piste. Le portrait de Franco Dragone serait incomplet si l'on pensait sous silence le travail admirable qu'il accomplit parmi ses concitoyens, et notamment depuis l'an 2000 dans la ville de Louvière.
Son ouverture vers autrui, doublée de sa reconnaissance envers la ville qui l'a vu grandir et où il a acquis les fondements de son art, est en grande partie responsable de son retour en Belgique. Le siège social du groupe Dragon à la Louvière constitue une expertise très dynamique et un foyer d'attraction pour tous ceux et celles qui veulent apprendre les métiers du spectacle auprès de l'un de ses plus illustres artisans modernes. Par sa quête incessante de nouvelles manières de transformer non seulement le cirque, mais aussi de révéler la beauté du monde, Franco Dragon s'impose comme un créateur fécond et un découvreur de talents dont l'impact continue d'être déterminant pour les générations d'artistes et d'athlètes qui souhaitent se dépasser. En combinant des éléments du cirque et du théâtre traditionnel, le Cirque du Soleil, grâce à l'apport de Franco Dragon, a mis en œuvre, à l'époque, une stratégie d'océan bleu, soit la création d'un nouvel espace d'opportunités artistiques et d'affaires sans concurrence. Le réseau de l'Université du Québec, à l'image du cirque, mise également sur sa spécificité propre pour se démarquer et s'affirmer comme un nouvel espace de savoir unique au pays. Par sa générosité et son altruisme, Franco Dragon donne l'exemple d'un homme profondément engagé dans sa communauté et soucieux de partager son expérience et ses connaissances. C'est donc avec un très grand plaisir que nous vous accueillons, Franco Dragon, au sein de l'Université du Québec et que nous vous décernons aujourd'hui le titre de doctorat honoris causa. Au nom de toute la communauté universitaire, je vous offre mes plus sincères félicitations. Merci. Alors, nous allons maintenant remettre l'épitoge et le diplôme à M. François Dragon. Alors, j'invite le président de l'Université du Québec et M. Dragon à avancer de 2 pas, s'il vous plaît. Alors, j'invite maintenant notre nouveau docteur honoris causa à prendre la parole pour s'adresser à vous. M. Dragon.
Oui, Franco en italien, c'est Francesco. Et c'est François aussi en français. Et puis Saint François d'Assise était un compatriote aussi. Monsieur le Président de l'Université du Québec, Mesdames et Messieurs les recteurs, Messieurs les directeurs généraux d'établissements de l'Université du Québec, membres de l'Assemblée des gouverneurs, distingués invités, chers amis, ceux qui sont là puis ceux qui ne sont pas là, qui n'ont pas pu venir. Au moment, Monsieur le Président, de recevoir de vos mains le titre prestigieux que vous avez bien voulu me conférer et que je reçois avec humilité, comme un honneur, un signe, je veux vous dire à vous et à tous les membres de la communauté universitaire du Québec ma reconnaissance profonde et mon émotion très sincère. Je rappelle une petite parenthèse, il y a quelques années, fait très rare, un saltimbanque italien, M. Dario Fo, recevait, et loin de moi la comparaison, recevait un prix Nobel de littérature. Premier événement dans l'histoire. Comme quoi les saltimbanques sont encore aujourd'hui d'une certaine utilité publique. Je mesure, Monsieur le Président, la responsabilité qui désormais est la mienne et que je partage avec ceux qui m'entourent. Celle de faire rayonner les valeurs que défend votre institution au Québec et dans le monde. Cette distinction, nous la recevons aussi à un moment particulier de l'histoire de votre université, vous l'avez évoqué tout à l'heure, puisque c'est son 40e anniversaire. Et à un moment aussi historique de l'histoire de cette ville, puisque, vous l'avez aussi dit tout à l'heure, c'est le 400e anniversaire de sa fondation. Et vous avez raison, un zéro fait parfois une énorme, et dans ce cas-ci c'est le cas, une énorme différence. Ces circonstances ajoutent évidemment à l'émotion et au caractère exceptionnel d'une réception qui, par bien des côtés, évoque un espace qui m'est familier. Je crois que j'ai appris le théâtre lorsque j'étais enfant de chœur. C'est là que j'ai appris la théâtralité. Cette réception, donc, qui, par bien des côtés, évoque un espace qui m'est familier, celui du rituel, de la représentation, celui donc du théâtre. En effet, par la nature intemporelle et solennelle de son protocole, cette cérémonie nous invite à un temps de pause et de réflexion. Et M. Frédéric Bach nous y a invités pas plus tard qu'il y a quelques minutes. Comme dans la salle, les trois coups frappés, le spectateur entre dans un autre temps, celui de la rencontre et du partage. Comme le théâtre, l'université a son propre rythme, avec sa reformulation progressive d'une tradition que la permanence de l'institution transcende et dépasse. Ses plages de maturation intellectuelle et ses instants de brusque accélération créatrice. L'université est au service de l'esprit, le théâtre au service de l'émotion. La vitalité de l'une comme de l'autre ne dépend pas des modes, mais d'une capacité à remettre en cause ses acquis, ses certitudes, ses préjugés. Ce qui fait l'essentiel de la démarche scientifique est aussi ce qui fait la sève de la démarche créatrice, tenter de conserver la jeunesse de son esprit. Et encore une fois, je suis un fan. M. Frédéric Bach nous l'a démontré tout à l'heure en déroulant son parchemin. Dans la pratique des deux genres, tout nous aide en effet à la poursuite de cet objectif, en l'usage du costume. À l'université, on défend la liberté d'expression, le principe même de la confrontation des idées, comme au théâtre. On libère la parole et on peut l'offrir comme un moyen d'expression neuf aux sans-voix. Lutter contre l'exclusion, contre la perte ou l'absence d'identité par le savoir et par l'émotion, et contribuer ainsi à l'émancipation de chaque homme par chaque homme, de chaque génération par celle qui la suit, dans une spirale vertueuse de progrès. Puis, en m'adressant à vous qui représentez l'élite de la condition intellectuelle, j'ai la conviction sereine et forte que je contribue encore en ce jour si particulier à la libération de mon grand-père, ouvrier agricole sur les coteaux arides de Campanie et qui lui aussi, par 3 fois, a fait en bateau le voyage des Amériques, dans la cale des immigrants. Vous avez ici, je pense, Gros-Île. Lui a connu Ellis Island. À travers lui, à travers mon grand-père, donc,
je voudrais rendre hommage à tous ceux qui, partout dans le monde, à toutes les époques, lui ressemblent et ont connu ou connaissent ce destin de lutte et de labeur. Mesdames et messieurs, chers amis, il est malséant de parler de soi en de telles circonstances, malséant et incommode, tant Monsieur le Président déjà a dressé de moi un portrait dont la générosité me confond. Je voudrais pourtant prendre quelques secondes le temps du témoignage. Monsieur le Président, une université n'est rien sans ses maîtres. Elle n'est rien non plus sans ses étudiants, sans sa jeunesse. C'est à eux, si vous le permettez, que je voudrais aussi m'adresser. Je suis un saltimbanque, un colporteur et un pèlerin. Un saltimbanque parce que ma vie, c'est le spectacle, le théâtre, le cirque, le mouvement, le voyage, le partage et la rencontre. Un saltimbanque, c'est celui qui sait se faire assez léger pour sauter littéralement de banc en banc et qui a appris à se dépouiller pour sauter plus haut. Un colporteur, parce que je propose à ceux qui veulent bien m'écouter, et merci de le faire, pas seulement des spectacles, du divertissement, mais dissimulé sous l'emballage de lumière et accessible à tous ceux qui veulent le découvrir, un nouvel art de vivre ensemble, qu'avec beaucoup de distance et un peu de fantaisie, on pourrait appeler une politique du bonheur. Un pèlerin, parce que je chemine les pieds bien ancrés au sol et la tête dans les étoiles, vers une terre promise qui ne dit pas tout de suite son nom. Et certains savent que j'aime les citations. J'aimerais ici citer René Char qui écrit « Dans mon pays, on remercie ». Vous le savez, mon pays, c'est pour beaucoup le vôtre, mais mon pays, c'est aussi une ligne de fumée blanche dans le sillage de l'avion. Une géographie intime faite d'un réseau complexe de 1000 points de présence et d'absence où je suis toujours en manque d'un ami. Le fait d'avoir connu le Cirque du Soleil, le fait d'avoir connu d'innombrables amis venant de tous les coins du monde, je suis toujours en manque d'un ami. Je ne suis pas un homme du voyage qui fait de l'errance sa devise et n'a jamais d'amarre assez solide pour reposer sa barque. Non, mais je suis un homme de voyage que les voyages ont construit, parce qu'ils sont tissés de la rencontre et du regard de l'autre. Parce qu'ils m'ont appris que le départ, pas plus que la création artistique, ne sont des lignes de fuite, mais seulement des périples où l'on pose les jalons du retour. Des boussoles qui ramènent à la source, des outils qui permettent de plonger avec volupté au plus profond de ses racines. C'est pourquoi, jeunes gens, si vous m'entendez, c'est pourquoi, jeunes gens et moins jeunes, je vous invite à prendre le risque de l'envol, à faire confiance à l'inconnu, à parier sur la magie du retour. Une autre citation. Jacques Kerouac évoque ainsi l'appel de la route. Quelque part sur le chemin, je savais qu'il y aurait des filles, des visions, tout quoi. Quelque part sur le chemin, on me vendrait la perle rare. En relisant ce passage avec vous, je sens monter les mêmes images et les mêmes battements de cœur qu'en le découvrant. Et dans ce moment solennel, c'est cet enthousiasme qui m'a conduit jusqu'ici, que je veux partager avec vous. La magie du retour, c'est encore autre chose. La Louvière, Québec, et inversement. Une noria de joie et de peine, de moments difficiles et d'exaltation, de mouchoirs agités sur des quais et de bras tendus vers l'exilé qui rentre au bercail. Chaque fois que je rentrais au village, mon grand-père, quand je devais quitter le village pour rentrer en Belgique, arrêtait de parler 3 jours avant mon retour, mon départ. Québec, la Louvière. Des histoires différentes, des tailles dissemblables, des géographies particulières, et pourtant dans ces 2 villes que je connais par cœur, au plus profond de l'intimité du souvenir, comme dans le présent le plus intense, une effervescence encore pétillante ici, un peu éteinte chez moi, une fibre politique, un esprit de résistance, une énergie, l'âme d'un certain printemps de mai dont vous avez évoqué encore une fois la célébration cette année. Que je vous parle un peu donc de la Louvière. Quand je rentre la nuit dans ma ville endormie, dans ce qui reste de la mâture des vieux vaisseaux industriels, il m'arrive souvent de l'évoquer comme la ville de tous les Suds, non comme un lieu où s'échouent les héros fatigués,
les rescapés des naufrages et les losers de tout poil, mais comme le grand port ouvert sur le large dans le va-et-vient des bateaux chargés de soie et d'épices, comme le point sublime du zénith où se focalise l'œil cherchant un repère dans le bleu du ciel. Malgré la mue des grands capitaines d'industrie, en flibustiers distingués, partis vers d'autres Eldorado, malgré le goût de cendre et l'écume de la rage, on respire encore dans les rues de la Louvière, dans les vestiges des quartiers ouvriers, le long des canaux, un parfum unique d'utopie, que peut-être on ne peut bien comprendre qu'ici. Cette poussière d'espérance, il fallait que quelqu'un la ramasse et la relance d'un geste vers le ciel, vers le soleil et les étoiles. Il fallait que quelqu'un pose le long du clocher l'échelle qui permette à Sancho, le héros emblématique de l'opéra urbain que nous avons créé en 2000, de décrocher la lune. Là-bas, donc, chez moi, décrocher la lune et ici, planter le potager des visionnaires. Le ciel et la terre. Entre les deux, l'arène d'un cirque, le cirque du soleil, le surgissement du soleil, l'air pailleté de spectacles dans les salles immenses qui surgissent de nulle part pour faire rêver les hommes. Tout pourrait être dit et tout commence pourtant à peine. Car pour celui qui veut être un bâtisseur, le chantier n'est jamais achevé. Entre le toit du musée de la civilisation et l'église sans clocher de la Louvière, il reste par exemple à construire un pont lancé au-dessus de l'océan comme un arc-en-ciel. Pour que, comme aujourd'hui, dans le cœur de votre université, s'y rencontrent des hommes et des femmes de bonne volonté, capables de rêver, d'imaginer, de prendre des risques, de conserver leur soif d'apprendre et de ne jamais, jamais renoncer. Il y a un temps où l'espoir ne suffit plus, où il faut du concret et où, rentré à la maison, il faut profiter de l'élan du voyage pour tirer du sommeil protecteur les déçus, les blessés, les effrayés. Il y a un temps où il faut savoir donner l'impulsion d'un nouveau coude à coude pour tirer vers le haut un bout de nulle part et rendre à sa manière ce que l'on a reçu. C'est cela que j'appelle tenter de mettre en œuvre, Monsieur le Président, une politique du bonheur. Prendre du plaisir au bonheur des autres. S'engager par conviction personnelle, sans attendre une action politique globale. Considérer que c'est un privilège d'être en situation de se rendre utile. Et encore une citation, Jacques Attali a dit « Il n'y a pas de fraternité sans lucidité tranquille ». Il a dit aussi « Tout rêveur se tient à l'écart jusqu'à ce qu'il entraîne les autres à rêver à leur tour. » Ce qui compte, c'est de ne pas se laisser entraîner par la tristesse du monde. C'est de comprendre que la perfection est à peine plus difficile à atteindre que la médiocrité. C'est de jamais oublier de sourire au sourire de l'autre. Je pense avec lui que cette façon de concevoir la fraternité n'a rien d'un rêve de naïf ou d'un discours sectaire, mais que c'est au contraire la seule voie réaliste de la survie de notre espèce. Soyez contagieux. À cette aune, le monde est encore largement un continent mystérieux à découvrir. Il faut à cette tâche bien des explorateurs. Avec eux et avec vous qui vous engagez dans l'aventure de la rencontre, je voudrais partager ma seule arme de voyageur, et c'est une arme de résistance à l'ère calamiteux du temps, la poésie. Monsieur le Président de l'Université, Mesdames et Messieurs, chers amis, je vais conclure. J'ai déjà pas mal abusé de votre patience, sans épuiser pourtant ma reconnaissance et mon étonnement d'être des vôtres. Avant de conclure, pour de bon, je voudrais me plier à un autre rituel qui, chez nous, est d'importance. Chez nous, au village, en Italie du Sud, lorsque l'on veut souligner une amitié profonde, lorsqu'on veut créer un lien de parenté parce qu'il n'existe pas, parce que tout simplement nous ne sommes pas parents, mais que l'amitié est importante, on demande à une personne, un ami, de témoigner, d'être parrain d'une cérémonie, d'un moment important de votre vie. Et j'ai eu le plaisir et l'honneur de demander à M. Michel Crête, qui est ici et qui m'accompagne depuis très longtemps au Cirque du Soleil et qui en est la cheville ouvrière, d'être mon témoin et mon parrain aujourd'hui. Et je l'en remercie, il a accepté. Et je termine cette fois-ci, pour de vrai, en saluant
et en citant ces quelques vers de François Tcheng. Vers le soir, abandonne-toi à ton double destin. Vers le soir, abandonne-toi à ton double destin, habiter le paysage et faire signe aux étoiles filantes. Je vous remercie, Monsieur le Président, et je vous remercie tout le monde. Alors, merci, M. François Dragon. L'imaginaire et la passion sont souvent le lot des personnalités qui savent se dépasser et nous impressionner. Tout comme les deux premiers docteurs que nous venons d'honorer, M. Stephen A. Jarilowski a su tout au long de sa vie se dépasser, et ce, dans divers domaines. Pour vous le faire découvrir, je cède la parole à M. Pierre Moreau. Monsieur Stephen Jarilowski. Je suis très honoré de vous présenter Monsieur Stephen Jarilowski, l'une des personnalités les plus respectées du monde de l'investissement au Canada. Au cours de sa carrière d'analyste, de gestionnaire, d'investisseur et de philanthrope, il a démontré une constance de réflexion et d'action étayée par de solides valeurs morales et une recherche continue d'excellence qui en font un modèle à suivre et une admirable source d'inspiration. La vie de Stephen Jarilowski débute comme un roman, témoin des plus formidables soubresauts de l'histoire du XXe siècle. Il est né à Berlin en 1925 au sein d'une famille de financiers et d'industriels. À l'âge de 4 ans, il perd son père, considéré alors comme un génie de la finance. Au cours des années 30, une bonne partie des biens familiaux situés en Prusse orientale tombent aux mains du gouvernement nazi. Sa mère envoie alors ses 3 enfants aux Pays-Bas, chez un oncle et une tante qui les élèveront pendant les années noires qui bouleverseront l'Allemagne et l'Europe. Premier de classe, le jeune Stephen manifeste déjà une grande faculté d'adaptation et s'intéresse passionnément aux arts et à la musique. En 1936, sa mère se remarie et, 1 an plus tard, la famille s'installe à Paris. Toutefois, la chute de la France en 1940 les oblige à fuir à Aix-en-Provence. Cette retraite dans la France de Vichy s'avère rapidement très risquée et en 1941, la famille s'embarque à destination de New York à bord du SS Winnipeg. Stephen Jarilowski termine son cours secondaire à Asheville, en Caroline du Nord, et, à l'âge de 16 ans, entre à l'université Cornell à Ithaca, dans l'État de New York, où il obtiendra son diplôme universitaire en génie mécanique en 1944. La même année, il fait son service militaire et passera l'année suivante dans les forces d'occupation au Japon, au sein du service de contre-espionnage de l'armée américaine. Son séjour au Japon lui permet d'apprendre la langue du pays et de s'initier à la culture extrême-orientale. De retour aux États-Unis en 1946, il s'inscrit aux études supérieures en histoire de la culture de l'Extrême-Orient. À l'Université de Chicago, il développe l'art de comprendre les valeurs et les façons de penser d'une autre culture, une compétence qui s'avéra fort utile tout au long de sa carrière d'analyste financier et d'investisseur. En septembre 1947, désireux de connaître le milieu des affaires et soucieux de s'engager dans la vie professionnelle, il s'inscrit à la Harvard Business School, à la maîtrise en administration des affaires qu'il termine en 1949. Après quelques mois à l'emploi d'Alcan, à Kingston, en Ontario,
il arrive au siège social de l'entreprise à Montréal, sous la direction de son mentor, Dana Barthélemiou, directeur des finances alors. Stephen Jarislowsky y fait ses débuts en analyse d'entreprise. Peu après, il décide de s'attaquer à un nouveau défi à New York, diriger la maison d'édition de livres d'art de ses beaux-parents décédés. Malgré son amour de l'art, l'aventure ne le satisfait pas et il revient à Montréal. En 1954 s'ouvre un nouveau chapitre décisif de sa vie. Il crée une société de publication de rapports d'analyse sur les entreprises destinées aux firmes de courtage. En 1955, il s'associe à son ami Scott Fraser et, en 1955, fonde la société Jarislowsky-Fraser. Au cours des décennies suivantes, la petite société prendra de l'expansion en diversifiant son offre grâce à des services de gestion de caisses de retraite, de gestion de fondation et de conseil en placement. 50 ans plus tard, en 2005, la société gère des actifs de plus de 47 milliards de dollars et son président, Stephen Jarislowsky, s'est imposé comme un expert respecté dans le domaine de l'investissement. Sous la pression de ses amis et clients, il publie cette même année « Dans la jungle du placement », qui résume à la fois son approche d'investisseur, les grandes étapes de sa vie, ainsi que ses convictions et ses principes d'action. L'ouvrage déclasse en quelques semaines le Code de Da Vinci, sommet au palmarès des ventes au Québec. Au-delà des conseils avisés d'un investisseur aguerri, les lecteurs y découvrent un homme dont les connaissances, les expériences, les convictions, sans oublier le franc-parler, secouent l'apathie ambiante face à la déliquescence des bonnes pratiques d'affaires et des règles de la gouvernance d'entreprise. À la tête de sa société, Stephen Jarislowsky ne se contente pas de gérer les actifs de sa clientèle. Outré par le sans-gêne et l'absence de scrupules de certains dirigeants de société, il prend la défense des actionnaires, véritables propriétaires des entreprises, face à certains conseils d'administration complaisants et aux commissions des valeurs mobilières hésitantes à jouer pleinement leur rôle. Au cours des années 70 et 80, il s'oppose avec succès à des tentatives de prise de contrôle de Canadian Tire, Domglass, pour ne citer que les deux plus célèbres. Ces batailles juridiques ont acquis valeur d'exemple pour tous les étudiants en droit canadiens et québécois. Déplorant que l'excellence et la probité soient des denrées rares, d'autant plus précieuses parmi les dirigeants d'entreprises et d'organisations, Stephen Jarislowsky cofonde avec Claude Lamoureux, président et chef de la direction du régime de retraite des enseignants et des enseignantes de l'Ontario, Teachers, la Coalition canadienne pour une bonne gouvernance. Depuis sa création en 2002, la Coalition veille au respect des intérêts des actionnaires, publie des directives à l'intention des conseils d'administration de sociétés cotées en bourse et promeut l'adoption et l'observance de principes de gouvernance destinés à hausser le professionnalisme des administrateurs au pays. M. Jarislowsky a aussi contribué à la fondation de l'Institut sur la gouvernance d'organisations publiques et privées, un centre de réflexion et d'études co-dirigé par l'École des hautes études commerciales de Montréal et de l'École de gestion John Molson à l'Université de Concordia. Le rapport de l'Institut sur la gouvernance d'organisations publiques et privées, le IGOP, sert actuellement, entre autres, de guide pour l'optimisation des processus administratifs et de la modernisation de la gouvernance dans les universités au Québec. Conscient de l'aide aux autres rapporte beaucoup à l'aidant lui-même, Stephen Jarislowsky crée la Fondation Jarislowsky en 1993. Un organisme qui a favorisé jusqu'ici la mise sur pied de 20 chaires universitaires partout au Canada, dont 6 au Québec, et qui soutient également des manifestations culturelles de haut niveau, comme le Festival littéraire international de Montréal.
Au cours des années, l'apport de Stephen Jarislowski a été reconnu à maintes reprises par les autorités publiques et par le nombre d'institutions prestigieuses. Officier de l'Ordre du Canada depuis 1993 et chevalier de l'Ordre national du Québec depuis 2002, il a reçu des doctorats honorifiques des universités Queen, McMaster, Windsor, Concordia, Laval, ainsi que de Montréal et de l'Alberta. On lui a également décerné plusieurs honneurs, dont le prix d'excellence pour le leadership au Canada de l'Université d'Ottawa et le prix Carrière 2007 du Conseil du patronat du Québec. Il est membre du Temple de la renommée de l'entreprise canadienne depuis 2007. Monsieur Jarislowski, bien que votre succès sur les plans professionnels, financiers et personnels vous ait mérité le respect et l'admiration des milieux économiques et politiques du Québec et du Canada, vous ne vous êtes pas reposé sur vos lauriers. Vous vous êtes servi de votre notoriété pour faire valoir les principes de bonne gouvernance et pour rappeler aux consommateurs ainsi qu'aux sociétés et aux universités que l'enrichissement doit d'abord reposer sur des pratiques d'affaires conformes à la justice, à l'éthique et au sens moral. Vous avez mis de généreuses ressources financières au service du savoir et de la recherche d'excellence qui permettent aux universités québécoises et canadiennes d'attirer des chercheurs et des professeurs de haut niveau au sein de chaires universitaires qui répondent aux besoins de la société d'aujourd'hui à l'ère de l'économie du savoir. Par votre bon sens et votre talent à vulgariser et à démystifier des notions obscures pour un bon nombre d'entre nous, vous combattez ce mélange de cupidité et de peur irraisonnée trop fréquent dans la jungle de l'investissement. On vous reconnaît aujourd'hui les titres de champion de la lutte au surendettement et à la surconsommation et de promoteur de la discipline, l'outil le plus précieux de l'investisseur et du consommateur. Nous sommes très heureux de vous proposer en exemple à l'ensemble de notre communauté universitaire. Le pragmatisme et la fidélité de vos valeurs de justice et d'intégrité nous rappellent que la loyauté et l'approfondissement du savoir sont une source de satisfaction et d'enrichissement personnel. Nous n'oublierons pas votre conseil. C'est pour moi un honneur et un immense plaisir de vous accueillir au sein de l'Université du Québec et de vous décerner le titre de docteur honoris causa. Merci. Nous allons maintenant remettre l'épitoge et le diplôme à M. Stephen Jarislowski.
Alors, j'inviterai maintenant notre nouveau docteur Honoris Causa à prendre la parole et s'adresser à vous. M. Jarelarski. Bon, Monsieur le Président de l'Université du Québec, Monsieur le recteur de la faculté, mon épouse, les invités et tout le monde qui m'écoute aujourd'hui. Moi, je m'attendais qu'il y aurait ici beaucoup d'étudiants. Et alors, je vais simuler que vous êtes les étudiants. Et je vais vous donner la même adresse que j'aurais donnée à des étudiants, surtout les étudiants de mon métier, des étudiants donc du commerce et de l'industrie. Aujourd'hui, un MBA n'est plus le diplôme rare qu'il était lorsque j'ai gradué du Harvard Business School en 1949. Notre promotion était l'une des premières après la guerre, et tout comme aujourd'hui, nous étions préoccupés par l'économie. Nous avions presque tous participé à la Deuxième Guerre mondiale et nous avions tous vécu la Grande Dépression. Nous étions inquiets que la dépression allait revenir, puisque 1949 était une année de récession. Cependant, 5 d'entre nous sommes devenus PDG d'une compagnie du Fortune Magazine 500 et la période d'après-guerre a prouvé que nous n'avions rien à craindre. Fortune l'ayant décrite comme la classe sur qui l'argent est déversé. Votre promotion doit s'inquiéter. La baisse actuelle importante du commerce mondial est le résultat de la même stupidité qui a causé la dépression de 1930. Un excès d'avidité, un excès de spéculation, un manque de réglementation gouvernementale et encore plus grand manque de mise en vigueur de réglementation. Une mauvaise politique de la Réserve fédérale a permis aux bulles de devenir hors contrôle. Trop de dettes et une conviction que cette fois serait différente. Ceux qui ne tiennent pas compte des leçons de l'histoire seront condamnés à les répéter d'une phrase célèbre. Une fois de plus, 70 ans plus tard, nous faisons face au même problème de dépression. La bulle de la fin des années 90 n'était pas assez. Afin de contrôler la Réserve fédérale américaine a mis la table pour une bulle immobilière. L'inflation a été contenue par le démantèlement du secteur manufacturier, le transférant en Chine et dans les pays autres tels que l'Inde à faible salaire. Les fonds de couverture non productifs et les rachats à effet de levier non productifs aussi ont étiré les limites du crédit. De nouveaux produits financiers non testés ont été conçus et poussés au public, donnant au passage d'énormes commissions aux vendeurs, les banques et les autres. Ces produits avaient reçu des cotes de crédit de AAA, malgré que toute personne de sain esprit pouvait reconnaître que ceux-ci ne faisaient aucun sens puisque personne n'était responsable du remboursement à une date donnée. Les directeurs des corporations ont abandonné leurs obligations de fiducie en offrant aux exécutifs égoïstes une rémunération qui fait contre-productive autant qu'excessive. Où étaient les organismes de régulation? Clairement, nulle part. Au contraire, ils ont réduit de plus en plus les restrictions imposées au cours de la Grande Dépression. L'éthique et la défense ont été remplacées par une avidité brute et un manque d'intégrité. Stupidité.
Les banques même ont été prises par leurs propres produits imparfaits. Et les grandes banques ont mené la parade. L'avidité combinée à la stupidité a inévitablement mené à des résultats similaires. Vous, les diplômés, en tant que nouveaux diplômés, vous marcherez dans ce marécage. Cette récession n'aura pas la forme d'un V, c'est plutôt un long L. Elle durera un bon nombre d'années et engendrera un standard de vie nord-américain plus faible. Elle affectera également le Canada et plus spécifiquement l'Est canadien, puisque la politique de la Banque du Canada a permis au dollar canadien de s'apprécier de manière non contrôlée. Tous les secteurs manufacturiers en le rendant non concurrentiel. De 62 sous à demi américaine à 1,05 $, les salaires canadiens se sont appréciés de 68% par rapport aux salaires américains. On nous indique maintenant que nous vivons dans un nouveau monde où les prix des commodités monteront encore et encore. Ce serait bien la première fois dans l'histoire, mais si c'est ainsi, on sera témoin d'une inflation massive et une dépréciation de notre devise. Peut-être que c'est simplement la dernière des 3 bulles et peut-être la plus fatale parce qu'elle va appauvrir les consommateurs dans les pauvres pays. Lorsque j'ai quitté l'université, ma génération avait acquis un important sens du devoir, du service et de l'équité. La guerre et la dépression avaient accéléré notre maturité et instauré des valeurs excédentes d'avidité et la consommation. Tout au long de ma vie, les valeurs de ma génération sont demeurées ancrées en moi. La séquence de pensée est claire. Obtenir de l'information, réfléchir aux problèmes et comprendre la conclusion logique et rationnelle. Ensuite, agir de manière éthique et si vous réussissez, vous aurez une grande satisfaction émotionnelle. Ce processus dans votre tête est personnel à chacun et il n'y a personne qui peut l'avoir pour vous. Ne le débutez pas sous l'influence de l'émotion pour ensuite le rationaliser avec une fausse raison et une tromperie de soi. Un peu d'avidité est correct, un peu de peur est sain, mais trop de l'un ou de l'autre sera tôt ou tard la source du drame. Vous devrez être fort et alerte car le moment de votre graduation, la belle classe, sera difficile. Ce que je sais, c'est que j'ai été chanceux lorsque j'ai reçu mon diplôme et que les privations de la dépression et de la guerre ont donné un coup de pouce à ma carrière. Les temps difficiles sont un test et académiquement, vous êtes bien préparés. Ça sera un défi, mais la vie a besoin de grands défis. Une vie facile est ennuyante et ne fait jamais ressortir le meilleur de vous-même. Alors levez-vous face aux défis et laissez-les vous guider vers des vraies valeurs, les valeurs humaines établies, de l'intégrité, du travail acharné et du service aux autres. Merci. Alors, merci, M. Jarilowski. Toutes nos félicitations. Cette remise de doctorat d'honneur est pour l'Université du Québec un moment marquant qui s'inscrit dans le cadre des célébrations du 40e anniversaire de fondation de l'Université du Québec
et du 400e anniversaire de la Ville de Québec. Nous sommes fiers et heureux, messieurs, de vous célébrer à cette occasion. Bravo et encore merci. J'invite maintenant l'assistance à partager un vin d'honneur qui sera servi dans le grand hall. Mais tout d'abord, le cortège universitaire va quitter la salle sur la musique d'Allegria, composée par M. François Dragone. Je prendrai quelques minutes, s'il vous plaît. Pendant le vin d'honneur, les invités pourront suivre sur un écran disposé dans le grand hall la projection de court-métrage de M. Frédéric Bach. C'est avec beaucoup de fierté que Radio-Canada vous offre de visionner l'œuvre de l'une de ses plus grands artisans. Nous espérons que ces films vous plairont et qu'ils sauront vous sensibiliser au message de l'artiste « Agir ensemble ». Pour apprécier toute l'envergure de l'œuvre de M. Frédéric Bach, qui s'étale sur plus de 60 ans, nous vous invitons à consulter le site frédéricbach.com. Bon visionnement. Vous pouvez également visiter les expositions Art des Amériques et Regards sur la diversité culturelle qui sont présentées au rez-de-chaussée du Musée de la Civilisation. Enfin, permettez-moi de remercier la directrice générale du Musée de la Civilisation, Mme Claire Simard, membre de notre Assemblée des gouverneurs, pour son accueil toujours aussi remarquable. Je vous invite maintenant à vous lever pour assister au passage du cortège universitaire. Je vous remercie de votre attention et de votre présence.